Essen. Ce cours sur la cinématique, mouvement et trajectoire, destiné en classe première année STM. Lorsqu'un solide se déplace, on remarque que chaque point de solide décrit une courbe différente. Chaque courbe s'appelle une trajectoire. On voit ici deux trajectoires, mais chaque point de solide a la sienne. La trajectoire des points est en relation directe avec le mouvement de la pièce. Observons maintenant les trajectoires dans des mouvements plans particuliers. On s'intéresse maintenant au mouvement plan. Commençons par le mouvement de rotation autour d'un axe fixe ou dans le plan autour d'un point fixe. Chaque point va décrire un arc de cercle. Tous les points de ce solide décrivent des arcs de cercle qui sont concentriques. Si au moins deux points de ce solide décrivent des arcs de cercle concentriques, on peut parler d'un mouvement de solide de rotation autour d'un point fixe. Maintenant, voyons le mouvement de translation. Commençons par la translation rectiligne. Tous les points du solide ont la même trajectoire. C'est un segment de droite qui sont parallèles les uns aux autres. Si au moins deux points du solide décrivent les mêmes segments parallèles, alors le solide est en mouvement de translation rectiligne. Passons maintenant à un autre type de mouvement de translation qui est la translation circulaire. Tous les points du solide ont la même trajectoire, un arc de cercle. Comme vous voyez, des arcs de cercle. Si au moins deux points du solide décrivent un arc de cercle, alors on dit que le solide est animé d'un mouvement de translation circulaire. Passons maintenant à la translation curviligne. Tous les points du solide ont la même trajectoire, une courbe quelconque. Comme vous voyez ici, chaque point est là une courbe quelconque, mais ils sont identiques. Alors, si au moins deux points du solide décrivent les mêmes courbes, alors le solide est animé d'un mouvement de translation curviligne. Passons maintenant au dernier type de mouvement plan. C'est un mouvement quelconque. Il n'est ni translation pure, ni rotation autour d'un point fixe. Tous les points du solide, comme on voit ici, décrivent des trajectoires qui sont différentes. Alors, dans ce cas, on dit que le solide est animé d'un mouvement c'est pas de translation, mais d'un mouvement quelconque. Si au moins deux points du solide décrivent des trajectoires différentes, alors le solide est au mouvement plan quelconque. En conclusion, on a 5 mouvements plans possibles. La rotation, les points décrivent des arcs de cercle concentriques, un mouvement de translation rectiligne,
les points décrivent des segments identiques parallèles. La translation circulaire, c'est que les points décrivent des arcs similaires. La translation curviligne, c'est que les points décrivent des trajectoires quelconques identiques. Le dernier type de mouvement plan, c'est le mouvement plan général. Chaque point décrit une trajectoire différente. On passe à la deuxième partie où on va étudier ou voir le mouvement de translation. Prenons une moto dans une ligne droite. Il a une vitesse indiquée par son compteur. On parle, cette vitesse n'est pas la même au cours du trajet, on parle alors de vitesse instantanée. Sa vitesse moyenne est calculée à partir de la distance parcourue d et le rapport, donc sa vitesse moyenne et le rapport entre la distance parcourue et le temps passé. La définition de la vitesse moyenne, c'est quoi? C'est la distance divisée par le temps. Supposons que cette distance d est parcourue par la moto en un temps t, alors la vitesse moyenne, c'est le rapport d par rapport à t. Donc c'est d sur le temps. Exemple, si la distance parcourue est d égale à 12 km, si elle est parcourue en 7 minutes, alors faisons le calcul, le motard aura roulé à une vitesse de 102,8 km par heure. C'est la vitesse moyenne. Maintenant, prenons un deuxième cas. Un autre motard qui parcourt la même distance en même temps, mais à un rythme de vitesse différent. Regardons une autre fois. Vous voyez que le temps de départ et le temps d'arrivée, il est le même. La vitesse moyenne des deux est la même. Mais c'est quoi la différence? C'est la nature du mouvement. Le mouvement du premier, c'est un mouvement qui garde la vitesse constante. On parle d'un mouvement de translation uniforme. Le mouvement du deuxième, c'est un mouvement uniformément accéléré. Donc, on parle d'un mouvement accéléré. Le troisième, c'est un mouvement quelconque. Ça veut dire qu'il n'est pas accéléré uniformément, il n'est pas uniforme. On ne va pas s'intéresser à ce type de mouvement. On va s'intéresser seulement aux deux types de mouvements, mouvement uniforme et mouvement accéléré où la vitesse augmente d'une manière uniforme. Ce sont trois types de mouvements de translation. Translation à vitesse constante, accélération nulle. Translation uniformément accélérée, accélération constante au cours du trajet. Translation quelconque, accélération qui varie au cours du mouvement. On ne va pas s'intéresser à ce type de mouvement. L'accélération, c'est quoi? L'accélération, c'est le taux de variation de la vitesse au cours du temps. Maintenant, on va s'intéresser aux deux types de translation, l'uniforme et l'uniformément accéléré. Au départ, la variable du temps égale à 0. À un instant, t, on va prendre t égale à 0. C'est le début de l'action. Cette moto était déjà en déplacement. Elle a une vitesse initiale
V0, elle est en position x0 et l'accélération c'est A0. Dans le mouvement à vitesse constante, on voit ici que x0 c'est la position initiale, on ne prend pas x0 nul. V0 c'est la vitesse avec laquelle on prend l'origine de temps, elle n'est pas nulle, mais ici l'accélération elle est nulle et elle restera nulle au cours du trajet parce qu'on parle d'un mouvement à vitesse constante et accélération nulle. L'accélération est nulle pendant toute la durée du mouvement. Si on observe à un instant t, comment ces variables x0, v0 et a vont évoluer. Comme on parle d'un mouvement uniforme, ça veut dire que la vitesse reste constante, automatiquement l'accélération reste toujours nulle. La vitesse n'a pas changé parce que toujours c'est un mouvement uniforme. V égale à V0. La position va évoluer comment? Sachant que la vitesse c'est la distance divisée par le temps, alors connaissant la vitesse et connaissant le temps, on peut déterminer la distance parcourue. Alors D égale à V fois T. Donc la position x à l'instant t, c'est V0 fois t plus la position initiale, plus x0. Donc, la vitesse, c'est à laquelle on rajoute la position de départ, c'est x0. Dans le mouvement du deuxième motard, qui est uniformément accéléré, essayons de déterminer l'évolution des trois paramètres au cours ou à un instant t. Pour l'accélération, on a dit que l'accélération est constante car c'est uniformément accéléré. A0 égale à A, ça veut dire qu'elle reste constante. V égale à A fois T plus V0. Comment? La vitesse augmentée suivant l'accélération. On a l'accélération, c'est la vitesse divisée par le temps. Connaissant le temps, on peut déduire la vitesse. Donc V égale à A fois T plus la vitesse de départ qui est V0. Donc V à l'instant T égale à A fois T plus V0. Maintenant, comment on va évoluer la distance parcourue à un instant T? La position est donnée par la formule. X égale à 1 demi A, c'est l'accélération fois T au carré, le temps au carré, plus V0 fois T plus X0. Cette formule, on va la prendre comme ça. Voyons les deux formules. On voit que ce qu'on appelle les équations de mouvement. Si on essaie d'appliquer cette formule au premier cas, on constate que on parle du même formule. C'est 1 demi AT au carré plus V0T plus X0. Mais dans ce cas, on a A égale à 0. Ça veut dire que c'est la même formule qui règne pour un mouvement uniforme et un mouvement uniformément accéléré. Ça, c'est l'équation de mouvement d'une translation uniformément accélérée. X, c'est la position à l'instant t, qui est égale à 1 demi AT au carré plus V0T plus X0. Avec X0, c'est la position initiale. V0, c'est la vitesse initiale. Et A, c'est l'accélération. V, c'est la vitesse à un instant t, qui est égale à l'accélération fois t plus V0, qui est la vitesse initiale. Et A, c'est une constante qui est égale à 0. On peut remarquer, si vous l'avez abordé en maths, que V est la dérivée de x par rapport au temps. Donc,
et V, c'est la dérivée de x par rapport au temps, ainsi que A, c'est la dérivée de V par rapport au temps. On passe maintenant à la partie 3 qui concerne le mouvement de rotation. Prenons un solide quelconque et mettons-le en mouvement de rotation. Son centre de rotation est O. Donc on parle évidemment d'un mouvement de rotation plan autour d'un point fixe. On peut repérer sa position par l'angle θ. L'angle θ peut être en degrés comme il peut être en radians. En divisant cette position par le temps, comme dans le cas de mouvement de translation, la vitesse, c'est la position divisée par le temps. On a ici la position, c'est un angle. Donc, on parle de la vitesse de rotation oméga qui est égale à θ divisé par le temps. C'est la vitesse de rotation du solide. Par convention, on l'appelle oméga quand on l'exprime en radians par seconde. On peut l'exprimer aussi par tour par minute, mais dans ce cas, on ne parle pas de vitesse de rotation, mais on peut parler de fréquence de rotation qui est en tour par minute, on la note n. Donc, il faut distinguer la vitesse de rotation qui est en radians par seconde et la fréquence de rotation n qui est en tour par minute. Ce solide tourne, mais ne se déplace pas. Sa vitesse de translation est nulle. C'est un mouvement de rotation autour d'un point fixe. Il faut bien séparer ces deux vitesses. La vitesse de rotation est différente de la vitesse de translation. La vitesse de rotation, ce qu'on appelle la vitesse angulaire. La vitesse linéaire, c'est une vitesse de déplacement linéaire. Il faut bien faire attention de quelle vitesse on parle. La vitesse de translation, c'est en mètres par seconde. La vitesse de rotation, c'est en radians par seconde. Mais aussi de quoi on parle? D'un solide ou d'un point. Pour un solide, la vitesse angulaire différente de 0, mais sa vitesse linéaire est nulle. Dans le cas de translation, la vitesse linéaire n'est pas nulle, mais la vitesse angulaire est nulle. Dans le cas d'un point, on n'a que la vitesse linéaire, mais pas de vitesse de rotation. Un point ne fait pas de rotation, il n'a qu'une vitesse de déplacement linéaire. Ne pas confondre vitesse d'un point avec vitesse d'un solide. Retrouvons notre solide en rotation. Le solide a une vitesse angulaire oméga. La trajectoire du point A est un cercle, comme vous voyez ici. La vitesse d'un point est toujours tangente à la trajectoire. Vous voyez que la vitesse de A, elle est toujours tangente à la trajectoire. Elle est portée par la droite tangente au cercle au point A. On représentera notre vitesse comme cela. Elle a le même sens de rotation. Elle est portée par le support, la droite tangente au cercle décrit par A. On a la relation V égale à R fois oméga. R, c'est le rayon, ça veut dire c'est la distance entre le point A et l'axe de rotation, ou au centre de rotation, avec oméga, la vitesse de rotation, il est en radians par seconde. Et le rayon, il est en millimètres. Récapitulons un petit peu ce qu'on a vu. On a la vitesse de translation ou la
la vitesse, c'est R fois oméga. La vitesse de rotation égale à θ divisé par le temps. La vitesse de rotation en radians par seconde est différente de la fréquence de rotation qui est en tours par minute. La vitesse d'un point est différente de la vitesse d'un solide. La vitesse angulaire est différente aussi de la vitesse linéaire. La vitesse d'un point est toujours tangent à la trajectoire du point. Passons maintenant à la quatrième et la dernière partie de cette leçon, qui est la cinématique graphique. Commençons par la rotation, par le mouvement de rotation d'un solide autour d'un point fixe. Chaque point a un cercle de centre O comme trajectoire. Évidemment, quand on a un mouvement de rotation, chaque point, il décrit comme trajectoire un cercle de centre O. Chaque direction, comme on a vu précédemment, décrit un mouvement où la vitesse est tangente à cette trajectoire. Donc, perpendiculaire à leurs rayons respectifs. Donc, la trajectoire de point B qui est circulaire, la vitesse de point B est portée par la normale AOB et celle de A normale AOA. Arrêtons-nous dans une position et regardons les vitesses de chaque point. La vitesse de B, elle est tangente au cercle décrit par B. La vitesse de A est tangente à la trajectoire de A, ainsi que celle de C, la vitesse de C est tangente et perpendiculaire au rayon du cercle. Leurs normes se calculent facilement. D'après la formule qu'on a vue précédemment, la vitesse égale à R fois oméga. Oméga, c'est la vitesse de rotation. R, c'est le rayon des cercles décrits par les points. Comme les rayons sont différents, alors évidemment que la vitesse de A sera supérieure à la vitesse de B et elle sera supérieure à la vitesse de C. Ça veut dire que A, il va plus vite que B et que C. Pourquoi? Parce que A, il va décrire tout cet arc en même temps que B, il décrit cet arc. Ça veut dire que la vitesse de A, elle est plus grande. Traçons maintenant une droite entre A et B. Donc, on va découvrir une propriété intéressante dans le cas d'un mouvement de rotation autour d'un point fixe. On va faire la projection des vitesses sur la ligne AB, ou sur la droite AB. Projetons ces deux vitesses sur cette droite. On va mesurer ces deux distances à l'aide d'un moyen de mesure. Qu'est-ce qu'on constate? On s'aperçoit que ces deux distances sont égales. On va refaire la même chose entre A et C. On va faire la projection. On va projeter le vecteur de la vitesse de C et de A sur la droite AC. On va faire la mesure. Qu'est-ce qu'on va trouver? C'est la même distance toujours. La distance est encore identique. Donc, les distances sont encore identiques. On va faire le troisième cas. La vitesse de B et de C sur la droite. Toujours la même chose. Bizarre. Mais non, c'est une propriété des solides animés d'un mouvement de rotation. C'est ce qu'on appelle l'équiprojectivité.
c'est l'égalité des projections. Donc cette propriété qui est toujours vraie, c'est l'équation, c'est l'équiprojectivité, même projection. Donc cette propriété, il va nous servir de déterminer des inconnus de mouvement quand on en a besoin. Donc c'est une égalité, ça veut dire c'est une équation qu'on peut utiliser pour déterminer des inconnus de mouvement. Prenons maintenant un solide au mouvement plan quelconque. On va essayer de découvrir une autre caractéristique de mouvement quelconque. Traçons les trajectoires des points A et B. Donc A et B appartiennent au même solide. Ça, c'est ce qui est important. Il faut que A et B appartiennent au même solide. En observant le solide à un instant T, on s'est aperçu que les propriétés de ces vitesses sont les mêmes qu'en rotation. On parle de rotation instantanée. Comment? Regardons notre pièce à un instant T. Les directions des vitesses et les tangentes à la trajectoire. Donc c'est la première remarque. Donc les distances des vitesses, elle est tangentielle à la trajectoire. Donc c'est la première propriété qu'on a vue en cas de mouvement de rotation. À l'intersection et l'intersection des perpendiculaires aux vitesses, un point qu'on appelle le centre instantané de rotation. Ça veut dire que un mouvement quelconque, c'est un mouvement de rotation qui change de centre à chaque instant. Donc c'est ce qu'on appelle le centre instantané de rotation. À une autre position, regardons notre solide dans une autre position. On va faire la même chose. Traçons les directions des vitesses. On peut maintenant déterminer le deuxième centre instantané de rotation. Alors, le centre instantané de rotation n'est pas le même. Sinon, ça sera un mouvement de rotation autour d'un point qui est fixe. Comme on est en rotation instantanée, alors on peut appliquer la formule la vitesse linéaire égale à R fois oméga, et elle est toujours valable, mais à chaque instant. Concrètement, comment s'en sert-on? Donc, on va voir comment on peut utiliser ces propriétés pour les utiliser. Prenons un exemple d'un système de transformation de mouvement de rotation au mouvement de translation. C'est un cas très utilisé, c'est le système bielle-manivelle. Il est composé du bâti, de la manivelle, de la bielle et de la pièce en bleu qui est animée d'un mouvement de translation. On va s'intéresser au mouvement de la partie grise qui est la bielle. Donc il nous faut un solide au mouvement plan, prenons le gris, la bielle. On va étudier le mouvement plan de la bielle. Le point A, c'est un point de contact entre le 1 et la pièce 2. Le point B, c'est un point de contact entre la pièce 3 et la pièce 2. Ça veut dire que c'est un point qui appartient en même temps à la pièce 3 et à la pièce 2. Ça veut dire que la vitesse de point B appartenant à 2 par rapport à 0 égale aussi à la vitesse de B appartenant à 3 par rapport à 0. La même chose pour le point A. La vitesse du point A appartenant à 2 par rapport à 0 égale aussi la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0. Le 0, c'est le bâti qui est fixe. C'est la référence de calcul. On connaît la vitesse de rotation de 1 par rapport à 0. Ça veut dire qu'on peut calculer la vitesse de A. De 1 appartenant à 1 par rapport à 0. Arrêtons-nous sur une position.
la trajectoire de A appartenant à 2 par rapport à 0 est la même que la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0. Car A appartient en même temps aux deux pièces. On trace la direction de la vitesse qui est tangente à la trajectoire. On calcule la vitesse de A, on connaît la vitesse de rotation et on connaît le rayon. Donc la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 0 égale à R fois oméga. On va utiliser une échelle pour pouvoir tracer ou représenter la vitesse. On va prendre 1 cm pour chaque 10 mètres par seconde parce qu'on parle de vitesse linéaire. Maintenant, appliquons maintenant l'éco-projectivité pour déterminer la vitesse du point B. La vitesse du point B, on connaît sa direction, mais on ne connaît pas sa valeur. En appliquant l'éco-projectivité, alors on va tracer la droite AB, on va faire la projection du vecteur vitesse de A sur cette droite. Alors, on va mesurer cette distance. On va mesurer la même sur la projection du point B et on va tracer une ligne qui est perpendiculaire à la ligne droite et qui va couper la direction de la vitesse en un point. C'est ce qu'on cherche, c'est la vitesse du point B. Donc, comme vous constatez, on peut déterminer la vitesse du point B parce que la projection de la vitesse sur AB est la même pour A et pour B. On trouve maintenant la vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 0. Il ne reste plus qu'à la mesurer et déterminer exactement sa valeur en utilisant l'échelle. Si maintenant on veut trouver la vitesse du point G, on ne connaît ni sa trajectoire, ni sa valeur. Mais on connaît la vitesse de 2 points. Donc on a 2 équations qu'on peut utiliser. On trace la droite qui passe par G et A, c'est la même qui passe par A et B. Alors, il faut déterminer premièrement le centre instantané de rotation de ce solide à cet instant. Pour cela, on va tracer la droite qui est perpendiculaire à la vitesse de A et la vitesse de B et la droite qui est perpendiculaire à la vitesse de A. Automatiquement, on détermine le centre instantané de rotation. 2 points suffisent pour déterminer le centre instantané de rotation. Donc, en traçant le rayon liant le centre instantané de rotation et le point G, on peut déterminer le rayon de mouvement de G. Alors, on trace la droite du CIR à G. Le support de la vitesse, comme on avait précédemment, elle est normale au rayon. Donc la vitesse de G elle est perpendiculaire à cette droite. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Déterminer sa valeur. On applique, bien évidemment, la relation de l'équiprojectivité, soit à partir de la vitesse de B, soit à partir de la vitesse de A. En appliquant l'équiprojectivité entre A et G, on pourra trouver sa norme. C'est ce qu'on va faire. L'équiprojectivité, ça veut dire la projection de la vitesse sur la droite à G, égale à la même de la projection de la vitesse de G sur la même droite. On trace cette distance, on va prendre la même distance. Alors, la vitesse de G, ça sera la projection orthogonale de la vitesse de G sur cette droite, c'est cette distance
on peut maintenant déterminer la vitesse de G. On obtient donc la vitesse de G appartenant à 2 par rapport à 0. Et voilà, tout est résolu. Et voilà, tout est résolu. Merci et à la prochaine.